Yes, salut tout le monde, salut, bienvenue dans ce nouveau CR Live. Je sais, je suis un peu, j'ai la tête qui tremble un peu. Bon, voilà, hein, j'ai des petits problèmes de framerate avec ma caméra, je sais pas ce qui se passe, mais bon, l'essentiel est là, je suis là. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On va, comme d'habitude, partir sur 1 heure de live où je vais bah, voilà, vous raconter un petit peu la petite vie de la crypto et ce que j'en pense. Euh, voilà. Euh, Bah, vous avez vu le titre de cette vidéo. Euh, un orange qui nous attend et surtout la question qu'on va se poser, c'est est-ce que l'or, le Bitcoin est vraiment cet or 2.0? Et je vais vous donner mon avis avec des preuves à l'appui et je préfère y aller directement. Très clairement, pour moi, le Bitcoin n'est pas l'or 2.0. On ne parle pas d'or quand on parle de Bitcoin. J'en ai déjà parlé dans la vidéo précédente, mais avec ce qui s'est passé dernièrement et le gros dump qu'on a eu sur le Bitcoin, les choses se confirment. Non, non, l'or n'est pas de l'or, ne sera jamais de l'or. Et justement, on va se rendre compte à quel point, bah, en fait, tout simplement, le Bitcoin, c'est une technologie comme on en voit beaucoup, comme il en existe de nombreuses dans le monde. Et justement, on va un petit peu comparer bah, justement cette technologie qui est le Bitcoin avec voilà, d'autres technologies. On va se rendre compte à quel point, bah, en fait, on ne peut pas considérer le Bitcoin comme une matière première qui est l'or, parce que c'est tout simplement une technologie. Et on va aller, bien sûr, sur mon desktop, sur mon bureau. Et maintenant, yes, voilà. Bon, on y est. Le cours du Bitcoin. Bon, là, je voulais vous faire un petit aperçu, on va dire un petit peu macro, un petit peu plus sur le long terme. Euh, Là, ce qu'on voit, bah, c'est le Bitcoin, le cours du Bitcoin depuis le début des années 2020 jusqu'au début des années 2022. Bon, clairement, hein, pour les investisseurs long terme, non. Le Bitcoin ne dump pas, le Bitcoin va très bien, même si on a eu, bah, voilà, une année 2020, on va dire complètement euphorique, complètement dingue, hein, avec des montées jusqu'à 64 000 et puis des chutes jusqu'à 30 000. Bon, le Bitcoin, en tout cas depuis le début des années 2020, va très bien. Il a plus que, ouais, il a plus que triplé, quadruplé aujourd'hui. Donc, bon, on ne peut pas vraiment parler de dump. On ne peut pas vraiment parler de, de crypto qui se casse la gueule, sauf si, bien sûr, malheureusement, on a acheté sur les plus hauts, là, entre 50 000 et 65 000. Oui, effectivement, là, c'est triste. Parce que on ne sait pas quand est-ce qu'on va revenir sur les plus hauts. Et justement, je voulais vous parler de ça. Pour moi, l'année 2022, hein, si je dois faire une supputation, si je dois faire on va dire, voilà, une idée de ce qui nous attend de 2022. Pour moi, le Bitcoin va vivre un gros range toute cette année, un range qui va continuer là entre 30 000 et 60 000, 70 000. Le Bitcoin va rester quelques années, enfin quelques mois, peut-être quelques années autour, bah, c'est 30 000 et c'est 70 000. Parce que pour moi, voilà, c'est une crypto qui va suivre exactement le cours qu'on lui attend. C'est-à-dire que avec une adoption de plus en plus grande, il y aura forcément des dumpings de plus en plus grands, parce qu'on aura toujours plus de monde pour acheter et aussi toujours plus de monde pour
vendre la crypto. Ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment, vraiment le comprendre et l'intégrer parce que, voilà, en fait, quand on a un marché qui devient de plus en plus profond, on a un marché qui est de plus en plus acheté, mais aussi qui est de plus en plus dumpé et pour ça, en fait, il faut le regarder, il faut regarder le la crypto market et justement, je vous ai pris ce même, ce même même temporalité, hein, début 2020 jusque debi 2020. On le voit, hein, ici, hein, début de 2020 a commencé avec une market globale, une market cap globale à, 140 000 000 000. Aujourd'hui, on est à 1 900 000 000 000. Bon, voilà, très clairement, l'adoption est là, l'adoption est grandissante. On a une tendance ici qui se dessine, vraiment, d'une manière, claire, hein, très clairement. On voit que, bah, voilà, l'adoption est présente, l'adoption est là. Combien est-ce qu'elle va durer? Je pense qu'elle va durer dans le temps et je pense que, l'adoption continuera à être de plus en plus grande et ce que je veux dire, c'est que même si, on arrive à, des market cap global de toute la crypto-monnaie, à, le double de celle-ci, hein. Aujourd'hui, on est à un petit peu moins de 2 000 000 000 000. Même si elle était à 4 000, 5 000, 6 000 000 000, ça ne veut pas dire que, la crypto, va exploser et d'ailleurs, je voulais vous parler de ça justement en, montrant, un petit peu ce que pensent, les grandes banques. Les grandes banques qui sont, à peu près dans ce même avis, je crois que c'était, Bitcoin, Goldman Sachs qui nous disait, ça, je ne sais pas. Ah merde, oui, je vous ai un petit peu, ah merde, je l'ai fermé. Merde, c'est moche. Bitcoin qui nous dit, Goldman Sachs qui nous dit que, le Bitcoin ne va pas aller de ATH en ATH, mais justement, plus on va grandir dans la crypto et plus en fait, l'adoption sera présente et donc plus, hem, on va, avoir cet effet voilà, de montagne russe, hein, comme on le voit ici. Ici, on peut vraiment parler d'adoption, hein, dans ce côté-là de la crypto. Mais quand on arrive ici sur des montagnes russes comme ça, on parle vraiment, d'un marché qui est de plus en plus adopté. Ça y est, hein, l'adoption est terminée, où elle va être de plus en plus légère, avec le temps, avec justement, cette market cap qui va grandir tout doucement, tout doucement, tout doucement comme ça vers le haut. On n'aura pas des montagnes russes qui vont continuer comme ça. Je pense que la market cap va continuer comme ça à grandir légèrement, à mesure que, les choses, évoluent. Mais justement, il faudrait replacer en fait le bitcoin, dans son contexte. Et franchement, quand je vous montre un petit peu, voilà, quand on tape Bitcoin Lore 2.0 sur Bitcoin, on voit des tonnes de vidéos qui nous dit Bitcoin est l'or numérique, à avoir dans son portefeuille. Bitcoin est à considérer comme l'or 2.0 qui vous protège de l'inflation. Voilà, des comparaisons entre le Bitcoin et l'or. L'or qui qui vaudra 100 000, on l'a vu, hein, on l'a entendu, notamment chez, Goldman Sachs et vous fais justement, cette comparaison avec un autre discours qui a lieu plutôt chez JP Morgan, hein, les 2 grandes banques qui se tirent la bourre, dans les marchés américains entre Goldman Sachs et JP Morgan. JP Morgan qui nous dit: «Non, l'or ne nie le bitcoin n'ira pas jusqu'à 100 000», alors que Goldman Sachs tient sa position d'un bitcoin qui va aller vers les 100 000. Je penche plutôt vers, voilà, le point de vue de JP Morgan où plus, le marché va être profond et plus, il va, voilà, être, en dents de scie comme ça, en montagne russe de plus en plus. Je bois un petit peu. Donc, qu'est-ce que le bitcoin? Est-ce qu'on peut vraiment la comparer à une matière première? Et moi, je voudrais qu'on revienne un petit peu aux sources. Et quoi de mieux pour retourner dans les sources
que de lire le white paper de Bitcoin. Et oui, parce que dans chaque projet de crypto, il y a un white paper, un light paper, un black paper, un green paper. Bon, on l'appelle vraiment comme on veut. Et je vous invite et je vous incite à revenir un petit peu et à lire le white paper de Bitcoin, qui clairement, lui, ne se considère pas comme un or 2.0, qui n'a jamais voulu remplacer l'or, même si les 21 millions de BTC, de Bitcoin en circulation aujourd'hui peuvent s'y prêter. Très clairement, le Bitcoin a tout simplement voulu créer un nouveau système de paiement décentralisé. Donc on n'est pas dans une valeur refuge intrinsèquement et de premier abord, on est dans un système qui veut concurrencer ce qu'on connaît aujourd'hui, à savoir le système SEPA en Europe ou le système SWIFT aux États-Unis. C'est tout simplement un système de paiement, hein, de paiement électronique. Et d'ailleurs, la phrase d'accroche, le titre du white paper, c'est ça, Bitcoin, un système de paiement électronique pair à pair. Pourquoi? Parce qu'on veut de la décentralisation et justement cette puissance de calcul que l'on a à travers le proof of work qui garantit un petit peu la sécurité et les transactions de pair à pair. C'est cette idée de la décentralisation. Et donc, on voulait tout simplement faire que la banque ne soit plus la seule personne, le seul système bancaire à garantir un système de paiement, mais que Bitcoin soit un système de paiement. Et en aucun cas, on est dans cette idée que on veut être une monnaie refuge, qu'on veut être une garantie comme l'or à travers ce système de paiement qu'est le Bitcoin. Donc j'aimerais qu'on arrête de considérer que le Bitcoin est de l'or 2.0. Non, l'or est avant tout une matière première et elle sert à toute une industrie, que ce soit dans la pharmacie, que ce soit dans l'électronique, énormément dans l'électronique, mais aussi dans la joaillerie et dans tellement d'autres choses que le Bitcoin est tout simplement, lui, un système de paiement et il faut le prendre comme tel. Donc c'est avant tout une technologie. Et quand on parle de technologie, quand on veut comparer le Bitcoin à une technologie, ben on s'y trompe pas. On s'y trompe pas parce que ce qu'on voit très récemment, c'est que le Bitcoin commence à être une valeur comme toutes les autres, qu'on appelle risk on, au même titre que les actions, les ETF et tout ça. Et c'est surtout une technologie. Et donc, quel est l'indice qui compare justement, qui valorise les indices des technologies? Vous le voyez, c'est le Nasdaq. Et si on regarde depuis à peu près mai, peut-être même un petit peu avant, on pourrait dire, ici, là, à partir de mars 2021, on commence à avoir, une quasi, hem, perfectude, quasi, voilà, quasi même cours, hein, quasi même cours graphique, hein. Le la truc est enfin voilà, c'est très clair, hein. Ici, on commence à l'avoir à partir de mars. On a une jolie petite chute ici, une remontée pour le Bitcoin, une remontée pour le Nasdaq, une petite chute pour le Bitcoin, une petite chute pour le Nasdaq. On a ici une petite différence hein, entre mai et juillet par rapport au dump qu'on a eu sur le Bitcoin, mais à partir voilà, de fin juillet, on retrouve, et là c'est quasiment parfait, hein, c'est court, hein, le Bitcoin suit le cours du Nasdaq. On le voit hein, très clairement ici, là, si on zoome, on voit que c'est quasiment parfait. Hein, voilà, ça diminue ici pour le Nasdaq. Eh ben, on a une petite chute du Nasdaq. On a une petite remontée. On a une petite remontée, une petite descente ici. On le voit, hein, c'est quasiment parfait. Une remontée ici pour le Bitcoin, une redescente. Voilà, il faut commencer à considérer que Bitcoin
est aujourd'hui un actif risqué, un actif qui se veut être le plus, désinflationniste possible parce que c'est l'idée de Bitcoin justement dans sa création, c'est que, on a, un nombre arrêté, de monnaies en circulation, ce qui est différent aujourd'hui, bah, du dollar ou de l'euro, mais on veut que cette valeur qu'est le Bitcoin, soit plus quelque chose qui ressemble ben, au Nasdaq, et donc à une valeur technologique plus qu'autre chose. Et on va voir cette corrélation hein, de plus en plus forte entre les deux monnaies. Là, sur les derniers jours, c'est juste complètement flagrant. Hein. On voit qu'ici, le Nasdaq a commencé à chuter quelques jours, un jour, 2 jours après, on a une belle chute. De la crypto et puis on a une belle remontée voilà hein, bon, c'est plutôt impressionnant ici, la remontée du Nasdaq et puis on a cette belle bougie, hein, verte, juste après pour le Bitcoin. On peut aussi voir cette corrélation qu'on a aussi, qui est un petit peu moins parfaite, mais assez présente, hein, sur le S&P avec le Nasdaq et le Bitcoin. Et je commence à me dire et je commence à croire que, bah, le Bitcoin aujourd'hui s'intègre à une toute autre valeur, enfin à une valeur commune comme on peut la considérer dans toutes ces valeurs que compose le S&P ou le Nasdaq. Je pense à Alibaba, je pense à Apple, je pense à Microsoft, je pense à toutes les valeurs technologiques, Nvidia, etc. Mais aussi toutes les grandes banques, enfin toutes les grandes valeurs qui composent ben, le S&P 500, donc les 500 plus grosses entreprises américaines. Voilà, il faut commencer à comprendre et à imaginer que le Bitcoin est tout simplement une valeur, une action 2.0 en France et partout dans le monde. C'est comme ça qu'il faut l'imaginer. C'est une technologie et donc une technologie a une valeur et il faut lui donner cette place d'être une technologie. Certes, une excellente technologie, une technologie qui se veut justement être un petit peu en contradiction avec bah, justement les plus grandes valeurs que l'on a au sein du Nasdaq qui composent ce qu'on appelle le Web 2.0, hein, Google, Facebook, Microsoft sont bah, voilà, les grands gagnants bah, du Web 2.0. Et aujourd'hui, on a une nouvelle version du Web qu'on appelle le Web 3. Et justement, le Bitcoin, l'Ethereum et toutes les valeurs, en dehors des exchanges centralisés, bien sûr, qui pour moi ne font pas vraiment partie du Web 3, même si elles ont des blockchains un petit peu comme comme le CRO, la CRO chain, la crypto.com chain ou la Binance Smart Chain ou voilà, toutes ces blockchains qui communiquent avec les grands exchanges. Bon, elles sont un peu hybrides, hein, tous ces échanges sont un peu hybrides, mais on a un monde qui se crée en contradiction avec bah, ce Web 2.0 qui est tenu par les grandes sociétés du Nasdaq mais ça reste et ça restera des valeurs technologiques et il faut le prendre comme tel. Donc c'est pour ça que je voulais un petit peu vous montrer un petit peu, hein, voilà, cette valeur du Bitcoin. Je voulais qu'on arrête de penser que le Bitcoin est l'or 2.0. Le Bitcoin est une valeur technologique et il faut le prendre comme tel et il n'y a aucun souci. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle bah, chez CryptoRazers, nous ne sommes pas complètement crypto, même si on est très crypto, on croit en la crypto, on pense que la crypto et la blockchain est une valeur d'avenir, mais on n'oublie pas les actions, on n'oublie pas la finance traditionnelle que l'on connaît aujourd'hui, enfin le meilleur. On n'est pas aujourd'hui pour bah, ces valeurs un petit peu bizarres, comme, les options, les trucs voilà, on a un petit peu du mal avec, ces valeurs. On croit en l'action, détenir un titre de propriété d'une, société
pour nous, c'est bon et on ne l'oublie pas. D'ailleurs, il faudra qu'on parle de plus en plus, un petit peu des actions. Je voudrais vous faire un petit état des lieux aussi, ben, de 2 actions qui étaient, dans mon portefeuille personnellement, qui étaient Corian et Orpea, qui sont 2 actions, qui ont vu leur action, chuter, pour bien des bonnes raisons et je vous en parlerai dans une prochaine, vidéo. Mais, on est totalement believer en, les actions traditionnelles, que l'on connaît aujourd'hui, même si elles souffrent d'une centralisation au sein, des grands, échanges comme, Wall Street, et comme Euronext ici, en Europe. Les actions pourraient devenir aujourd'hui, un petit peu plus décentralisées et c'est pour ça qu'on a du private equity. Je vous en parlerai aussi un petit peu plus tard. Mais voilà, je voulais en terminer avec cette comparaison que l'on a du Bitcoin avec de l'or. Non, l'or reste l'or. Le Bitcoin n'est pas de l'or. C'est une valeur technologique, une valeur révolutionnaire, mais une valeur technologique avant tout. Je voulais vous parler aussi de cette confusion qu'on commence à avoir, hein, justement, quand je vous parle d'une technologie qui va de plus en plus vers l'ancienne technologie et l'ancien monde. Vous avez BitMEX. BitMEX qui est l'une des plus grandes plateformes une plateforme d'échange de crypto-monnaies qui va racheter une boîte, une banque allemande qui est vieille de 268 ans. Ça, c'est quand même assez dingue de s'imaginer qu'aujourd'hui, des, sociétés, qui ont, pignon sur rue depuis 5, 7 ans grand maximum, rachètent des banques entières, âgées de 268 ans. Alors oui, effectivement, la banque qui rachète est une petite banque, mais c'est une banque qui est régulée, en Allemagne et on voit, voilà, des grandes mastodontes de la crypto-monnaie aujourd'hui racheter des vieilles banques, c'est pas pour rien, c'est pas anodin, parce que ça en dit long un petit peu sur, ce monde qui change et cette, évolution de la monnaie que l'on commence à connaître, et c'est quelque chose qu'il faut suivre. Aussi, les grandes banques, ces grandes banques adoptent la blockchain pour exécuter, hem le forex. Et quand je vous parle d'évolution et quand je vous parle de justement cette idée que, la blockchain, il faut la prendre comme une technologie et rien d'autre qu'une technologie, vous le voyez, la blockchain, cette technologie commence à être adoptée par les grandes banques et c'est vrai que l'exécution du forex, quand on parle de forex, en fait, les échanges qui ont lieu, plutôt du côté des monnaies, des matières premières, et de certains, CFD. Voilà, la blockchain a montré toute sa puissance, toute cette, exécution extrêmement rapide et on voit des grandes banques qui commencent à adopter, justement cette technologie plus rapide, moins chère, plus efficiente, justement pour justement le forex et c'est pas anodin, hein, puisque aujourd'hui le forex est l'un des marchés les plus profonds, qui existent, et qui, abrite, justement les cours de l'or, les cours de l'argent, les cours de l'euro-dollar, les cours des plus grandes banques, j'ai même envie de dire de toutes les monnaies qui existent sur le monde. C'est quand même un marché, gigantesque en termes de capitalisation de marché. On est sur des dizaines de milliers de dollars, et c'est pas anodin si la blockchain, justement, commence à s'intégrer à ce marché du forex. C'est absolument pas anodin. Je voulais vous parler, de Polygon qui a annoncé, prendre l'EIP 1559. Donc l'EIP 1559 justement, c'est cette monnaie, pardon, cette proposition d'évolution, cette proposition d'évolution qui a eu lieu sur Ethereum et qui a été
bah, tout simplement, adopté sur Polygon. Donc, assez intéressant parce que si on regarde un petit peu l'Ethereum qui lui adopte justement, qui a lui a adopté, hem cette, proposition qui tout simplement propose de brûler directement une partie des frais, qui ont lieu à chaque transaction. La différence, c'est que, ben, l'Ethereum n'a pas, de market cap, max, donc elle continue, à imprimer de manière illimitée, ce qui n'est pas le cas de Polygon. On va le regarder tout de suite, son cours. La market cap max ici est de 10 milliards. Ouais, c'est ça. Total market cap 10 milliards. On en est actuellement à 6 en circulation. Et ça, quand même, pour moi, c'est quand même assez. Ça n'est pas anodin d'avoir un EIP comme ça qui, une proposition d'amélioration, sur Polygon, qui lui a une market cap, enfin un nombre maximum de tokens illimité. Pour moi, c'est très bullish. C'est très bullish pour Polygon, beaucoup plus que pour Ethereum, puisque Ethereum, lui, a une quantité de tokens qui n'est pas encore arrêtée, qui est illimitée, même si, l'utilisation d'Ethereum aujourd'hui est la plus grande. Polygon, on voit que bah, c'est une blockchain qui est de plus en plus grande et qui se veut un layer 2 d'Ethereum. Mais quand on voit que il est à 1,70 € et que bah, la market maximum est de 10 milliards, oui, in fine, dans 10 ans, Polygon va être très bullish parce que de plus en plus rare et donc les, les tokens Matic vont être de plus en plus rares. Donc, il se peut que ce soit très, très bullish pour cette crypto. Je voulais vous parler de ce qu'on appelle l'identité décentralisée. L'identité décentralisée, aujourd'hui, pour moi, en 2022 et 2023, va être une clé de voûte dans ce monde de la blockchain et surtout en contradiction de ce que je vous ai parlé tout à l'heure, Web 2.0 qui est aujourd'hui totalement centralisé. Donc, l'identité, quand vous vous inscrivez sur un site internet, est inscrit dans une base de données qui appartient et qui est possédée par le site dans lequel bah, vous naviguez. Aujourd'hui, le web 3.0 décide de justement euh, redonner le pouvoir de l'identité aux utilisateurs. Et d'ailleurs, quand vous voyez justement MetaMask, qui est justement dans le Web 3.0, qui est la première chose qui a été utilisée dans le Web 3.0, ben, vous êtes les propriétaires de votre clé privée, de votre clé publique, et donc vous êtes les seuls propriétaires des données qui circulent au sein de votre MetaMask. Et bien aujourd'hui, il faut comprendre que l'identité centralisée, le fait que vous vous loguez, que vous vous inscrivez sur un site internet, aujourd'hui, ces données appartiennent à d'autres personnes parce que vous utilisez leurs services. Dans le Web 3.0, on veut redonner cette force, cette chose, on va dire cette propriété, bah, aux gens. Et donc on ne veut absolument pas redonner, on ne veut pas redonner, ce pouvoir, à des grandes sociétés, à des grands apps, à des grands, à des bah, voilà, à des grandes sociétés. On veut le relaisser aux gens car c'est leur propriété. C'est une propriété qui, dans le monde du Web3, est indéniable, immuable. Et donc, on a un système qui commence à se créer et qu'on va voir de plus en plus arriver dans le monde de la crypto-monnaie et des blockchains. C'est ce qu'on appelle le DID pour identité décentralisée. Et donc, on a Unstoppable Domains, qui nous propose en fait tout simplement de pouvoir ben, se connecter avec
Votre nom de domaine qui sera en point crypto, en point coin, en point wallet, en point bitcoin ou ce que vous voulez et pouvoir se connecter à travers un NFT. Et on revient encore dans cette technologie révolutionnaire qu'est le NFT, et qui va vous permettre, tout simplement d'enregistrer vos, données et c qui seront tout simplement accessibles uniquement par vous, sauf si vous faites hacker bien sûr, mais ce NFT vous appartient, il est dans votre MetaMask et donc ce NFT, ce nom de domaine, hein, que vous allez avoir, tout simplement en fait, va vous permettre de vous loguer dans tous les sites possibles et imaginables. Donc vous n'aurez plus besoin de mettre votre, nom de votre mail avec votre login et puis si vous le perdez et puis c'est super chiant et puis il faut redemander à la base de données du site sur lequel on veut, accéder et cetera. Bah, là, non. Vous allez tout simplement pouvoir vous connecter à travers un NFT qui est un nom de domaine. Donc, par exemple, on va, aller sur ce site internet qui vient d'intégrer justement ce DYD à travers, la possibilité de se connecter à travers votre NFT nom de domaine et donc, je vais vous montrer, hein, tout de suite comment ça fonctionne. Il suffit de cliquer sur Connect to Unstoppable. Ici, je vais rentrer CryptoRisers.coin, qui est un NFT nom de domaine que je possède. On va aller sur Connexion. Je l'essaye avec vous pour la première fois. Donc, vous le voyez ici, il me demande de me connecter à mon MetaMask. Hop, je me connecte à mon MetaMask. Voilà, je signe puisque c'est la première fois que j'arrive ici et ah, no Ethereum browser extension detected. Si, 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 si. Qu'est-ce qu'il nous raconte? Vous voyez, hein, on est dans les balbutiements, hein, dans les balbutiements de cette technologie. Je vais réessayer. On va voir ce qu'on nous dit. Marrant parce qu'il me considère presque connecté. Donc là, c'est bien ma crypto, mon adresse. On signe. Alors, qu'est-ce qui se passe? Non. Bon, ça ne veut pas. On réessaye avec une, une autre. Je vais essayer avec CryptoRisers.crypto. Pas sûr. Non, bien sûr que non, il n'existe pas. On va essayer avec Wallet. Voilà, il reconnaît mon, mon wallet. On va signer. Ah, eh ouais, hein, on est encore dans les balbutiements, hein. Bon, malheureusement, ça n'a pas fonctionné. On peut peut-être essayer de passer sur le network. Heu, ah, oui, voilà pourquoi ça n'a pas marché. Ah bah oui, c'est de ma faute les amis, justement et je voulais vous en parler. Alors, hem Unstoppable Domain est enfin passé sur Polygon. Donc, nous n'avons plus autant de frais qu'avant pour acheter ces noms de domaine en NFT. Et justement, je voulais vous montrer quelque chose parce que avant, je vous avais fait une vidéo pour justement pouvoir intégrer sur votre MetaMask toutes les blockchains ici tous les réseaux, pour ajouter des réseaux en fait, Polygon, Binance Smart Chain et cetera et cetera et je voulais vous montrer une petite astuce, qui est bien, bien sympa et donc quand vous allez aller sur un explorer, parce que bien sûr une blockchain est avant tout un livre comptable et un livre comptable, il est consultable à travers ce qu'on appelle des scans ou des explorers et donc quand on va sur, Polygon et donc sur le scan de Polygon, vous tapez tout simplement polygon, scan.com et vous allez en bas et vous voyez ici un petit lien qui vous permet tout simplement de ajouter ben, la blockchain.
attention, hein, faites bien en sorte que vous êtes bien sur polygonscan.com, hem, parce que si vous êtes sur un autre, ça peut être une arnaque, donc attention et donc vous avez juste à cliquer ici et vous allez tout simplement ajouter la blockchain sur votre MetaMask. Ça, c'est quand même très, très cool. On peut faire exactement la même chose avec la BSC Scan, la Binance Smart Chain Scan. Donc, vous faites bien attention qu'on est bien sur la Binance Smart Chain Scan qui utilise hein, le même système que l'Etherscan. Hein. Tout ça vient de Scan. Et vous le voyez ici, hein, Add BSC Scan. Vous regardez bien que voilà, ça vient bien de etherscan.io. Et là, vous cliquez BSC Scan et vous avez rajouté la Binance Smart Chain. Votre MetaMask est connecté à la blockchain Binance Smart Chain et Polygon. Ça, c'est quand même très, très cool. Alors, allons voir sur ce site-là, thehive.finance, qui est une plateforme de DeFi. Et on va retourner sur Polygon. On se connecte. On va essayer de se reconnecter avec le NFT, le nom de domaine qui vient de Unstoppable Domain. Hop, et voilà. Ah, no Ethereum, toujours pas. Petit problème, hein, petit problème de leur point de vue. On va essayer sur Ethereum. Sur Ethereum, voir est-ce que ça fonctionne. Allons-y. Je vais me mettre sur Ethereum. Voilà. Ça mouline. Ça mouline loin. Ça mouline longtemps. On va réessayer. Allez. Bon, des Hive n'est pas encore au point, hein, vous le voyez. Mais il faudra vraiment se dire que, ben voilà, vous n'aurez plus besoin de mettre votre nom, votre prénom, votre date de naissance, votre truc. Voilà, ça restera des données qui pourront vous être demandées, mais qui resteront votre propriété et donc vous serez les seuls à pouvoir justement les donner. Il y aura même des applications qui ne vous les demanderont même pas, qui vont tout simplement consulter votre MetaMask, votre wallet pour dire est-ce que cette personne est bien majeure. Donc vous n'allez pas donner votre âge précisément, c'est-à-dire votre 23 ans, 50 ans, 40 ans, etc. etc. Le MetaMask et donc les applications vont tout simplement demander si vous êtes majeur à votre wallet et ça sera largement suffisant pour pouvoir avoir accès aux applications. Ah, ça, c'est quand même sacrément cool. On revient à cette idée que ces informations, vous en êtes les seuls propriétaires et c'est très important pour moi de se dire que voilà, nous récupérons nos domaines, nous récupérons nos données et c'est super important. Voilà. Hop, on se connecte. Est-ce que ça marche? Et ben voilà, regardez-moi ça. Je suis connecté avec mon nom de domaine que j'ai acheté. Ça, c'est quand même assez fou. Et donc, j'ai accès à la plateforme. On retrouve ma balance. Je peux prêter au protocole pour récupérer des rewards. Hein. Vous le voyez là, voilà, une proposition de stacking sur Ethereum, sur DHV. Ça marche sur Ethereum, mais ça marche pas sur Polygon. C'est dommage. On va essayer. Je pense que ça va pas marcher. Mais c'est quand même assez dingue de s'imaginer qu'aujourd'hui, vous allez pouvoir vous connecter avec votre nom de domaine. C'est quand même assez dingue. Voilà, on est sur Polygon et oui, oui, ça fonctionne. Et je suis connecté avec mon nom de domaine. On ne m'a pas demandé mon âge, on ne m'a pas demandé si j'étais grand, petit, moyen ou gros. Et ça, c'est quand même magnifique. Merci à Unstoppable Domain. D'ailleurs, vous pouvez aller acheter votre nom de domaine hein, sous la forme d'un NFT. Il sera unique, il vous appartiendra. Vous l'enverrez sur votre MetaMask sur une blockchain et ce sera immuable. Parlons métavers.
Métaverse. En ce début d'année, il y a eu les festivités, si on peut parler des festivités, et donc, bah, justement, Ethereum, enfin Ethereum, le métaverse, ben, on a eu quelques exemples justement de métaverse, pour des concerts notamment, avec Young Thug ou avec David Guetta ou les Chainsmokers et ben, on est sur un site, orienté musique, un forum musical qu'on appelle Audio Fanzine, et justement qui nous a fait un petit peu un état des lieux sur comment ça s'est passé la VR. Pour eux, c'était vraiment assez lamentable. On est vraiment dans les balbutiements de la VR, les concerts qui ont eu lieu avec David Guetta, avec Young Thug, avec Chainsmokers n'ont pas été, vraiment, très concluants, en termes de réalité. On n'y est pas encore, mais voilà, c'est un univers qui commence à se développer. On est vraiment au tout début. Imaginez internet au début, si je vous ramenais avant, sur un site internet, vous vous direz: «Mais comment est-ce que c'est possible qu'on pouvait naviguer dessus?» Et pourtant on l'a fait et 20 ans après et ben, voilà, internet, et ce qu'on appelle le web aujourd'hui, est beaucoup plus, agréable, beaucoup plus facile à utiliser. Et ben, c'est pareil pour la VR. Il faut attendre, prendre le temps que cette technologie se développe, et on n'y est pas encore malheureusement, c'est pas concluant. Mais, on a quelque chose que je trouve magnifique et ça se passe chez nous. Donc cocorico, l'hôpital, l'hôpital qui se lance dans le métaverse pour la formation. Ça, c'est quand même magnifique. C'est une start-up rennaise qui s'appelle Simango, et qui propose des modules de, formation de ses médecins, de son personnel médical et qui a recréé un hôpital virtuel et qui certifie ces formations à travers la blockchain. Voilà, on a une certification. Voilà à quoi peut servir la blockchain. C'est la certification de diplômes, d'autres choses, de propriété immobilière, de propriété, de tout ce qu'on peut imaginer, de voitures, d'ordinateurs, de ce que vous voulez. Un ticket de caisse peut être imaginé, dans une blockchain et qui pourrait garantir, bah, justement, la garantie d'un an, 2 ans, 3 ans que vous avez sur un produit. C'est quelque chose qu'on peut imaginer à travers le POAP, qui est tout simplement une certification du fait que c'est bien vous qui avez acheté, cet objet et que vous en êtes bien le propriétaire pour la garantie. Je reviens sur cette idée de métaverse pour former le personnel médical sans avoir à besoin de se déplacer. On est, voilà, mieux valoriser le savoir-faire acquis en formation. Heu, voilà. Voilà une application que je trouve magnifique, et qui trouve son sens dans le métaverse, en dehors des concerts, en dehors de, voilà, des choses un peu pathétiques, qu'on peut, voir aujourd'hui, dans des faux mondes, des faux univers où vous allez, imaginer, vous évoluer dans un espace, dans un monde, irréel et cetera. Bah, on a des applications tout à fait réels, qui vont plus loin et qui sont un petit peu la continuité du monde, réel, où vous allez avoir des médecins, du personnel médical qui va se former, grâce à, un métavers, un univers, irréel et qui va permettre justement de s'immerger dans un monde, sur lequel on ne peut pas avoir accès maintenant, tout de suite, et ça, c'est quand même assez formidable et je voulais signaler, bah, voilà cette initiative, de Simongo qui est, voilà une société, une start-up rennaise. Donc bravo à vous les Bretons, parce que, c'est juste magnifique et ils appellent ça le learning meta system. Ce sera quelque chose à suivre
parce que je trouve que c'est exactement, une des raisons qui pourrait faire en sorte qu'on adopte la technologie métavers, et qui est clairement liée, à la technologie blockchain, et qui pour moi justement trouve tout son sens dans cette idée de monde virtuel, c'est-à-dire une continuité du monde, réel. Voilà, on est à 55 minutes, il nous reste, 5 petites minutes pour vous parler justement un petit peu d'éthique et j'ai vu passer cette information du côté de Pôle emploi, hem et quand on évolue dans ce monde de, la crypto-monnaie, heu, je voulais vous parler un petit peu de comment est-ce que j'en suis arrivé là. Hem, je suis un entrepreneur, j'ai une formation économique et j'ai toujours pensé que, l'économie sociale et solidaire, qu'on appelle ESS, à travers, ben, des formes de société qu'on appelle des coopératives, était l'avenir, l'avenir de ce monde, face à, des systèmes de grandes entreprises multinationales, transnationales, qui perdent toute personnalité, dans lequel l'humanité, ben, se confond, dans quelque chose de grand, d'énorme, de monstrueux et qui fait que, bah, l'humanité se déshumanise et les personnes deviennent impersonnelles. J'ai toujours pensé que la coopérative, l'économie sociale et solidaire était l'avenir économique de ce monde et Pôle emploi nous fait cet article pour nous rappeler que, ben, le secteur de l'ESS, le secteur de l'économie sociale et solidaire, c'est-à-dire une entreprise toute somme, normale, traditionnelle que l'on connaît. Hem, je pense à, bah, je sais pas moi, un marchand de tapis, des plombiers, des installateurs, électriques, installateurs photovoltaïques, supermarchés, voilà, peuvent avoir la forme de coopérative et donc qu'est-ce que c'est qu'une coopérative? Une coopérative, c'est tout simplement une société qui a pour ambition de répartir sa richesse à travers ses collaborateurs de manière équitable, voire égalitaire et que ces, collaborateurs qui font vivre cette société ont un droit de vote, donc un droit de regard sur tous les choix qui sont faits dans la société. Et justement, cette idée de répartition de richesse, pour moi, est le fondement que l'on peut voir justement à travers la crypto-monnaie et à travers, bah, la blockchain qui veut tout simplement décentraliser le pouvoir, décentraliser ce qu'on appelle la gouvernance, même si malheureusement, on a un bitcoin qui est encore beaucoup trop centralisé. On a, des blockchains comme Solana, comme Avax, et cetera qui manque de décentralisation, c'est un petit peu l'idée et je voulais rappeler, je voulais vous montrer que, bah, l'économie sociale et solidaire, ça représente quand même 14 des emplois en France. Alors 14 ça a l'air beaucoup, mais c'est encore trop peu. Ça devrait être une norme. J'ai même envie de dire que normalement, le système de la coopérative devrait être aujourd'hui, bah, 86 des emplois privés en France et donc je voulais parler, de ce truc de voilà, de cet article-là et de cette idée-là. C'est que 14 c'est encore beaucoup trop peu et si vous avez une ambition entrepreneuriale, si vous avez une idée d'entreprise, renseignez-vous, heu, apprenez sur, ce que c'est qu'une entreprise, qui se dit adhérente, de l'économie sociale et solidaire parce que je pense que c'est l'avenir de ce monde. On a besoin d'un monde qui répartit les richesses et aujourd'hui malheureusement l'économie et les richesses n'ont jamais été aussi, concentré entre les mains d'un petit grand nombre et je trouve ça triste et je pense qu'il faut qu'aujourd'hui, hem, on pense à un monde
plus égalitaire et elle commence par l'entreprise, elle commence par l'entrepreneuriat. Montrer qu'un nouveau modèle économique existe et que c'est bon pour tout le monde, bon pour tous. Et la plus grande société qu'on appelle Groupe SOS ici en France, est un exemple pour moi, d'économie sociale et solidaire. On ne se rend pas compte à quel point, ben, on a affaire à cette société. Je pense aussi à, Chèque Restaurant, qui est aussi une société de l'économie sociale et solidaire, et qui est omniprésent aujourd'hui, bah, voilà, dans le monde économique français et nous ne sommes que trop peu. Angel Vision, aussi, cette maison d'édition musicale que je porte, bah, justement, à travers mes petites épaules, se revendique aussi de l'économie sociale et solidaire parce que j'ai toujours pensé que l'économie sociale et solidaire était l'avenir de l'entrepreneuriat, l'avenir du monde économique de ce monde. Bah, je voulais vous remercier d'avoir été avec moi. Merci d'avoir été présent, sur ce live et je vous dis à très bientôt. Merci d'avoir été avec moi. Ciao, ciao.